Après avoir démontré, source à l'appui, les éléments factuels qui prouvent que les attentats du 11 septembre 2001 furent bel et bien une opération israélo-américaine sous fausse bannière, nous allons, dans le dernier carré de notre série, nous orienter vers l'analyse technique complète de ce crime organisé, autrement dit, comment furent conçus le coup monté du 11 septembre 2001. Pour cela, 4 chapitres sont nécessaires pour pouvoir l'étayer. Comment prouver que les détournements à caractère terroriste étaient faux et que par conséquent, comment auraient-ils été conçus? Puis, l'analyse technique des dégâts provoqués par le crash du supposé vol 77 dans le Pentagone et enfin, l'autopsie de la démolition contrôlée des tours. Commençons par les faits relatifs au détournement. Selon la version officielle, le matin du 11 septembre 2001, 4 avions de ligne, 2 Boeing 767 et 2 Boeing 757 furent détournés par 19 terroristes, soit 4 commandos séparés, dont 3 furent composés de 5 individus, et 4 pour le vol 93, puisque le dénommé Zakaria Moussoui s'était fait pincer moins d'un mois avant les attentats du 11 septembre, bref, 4 commandos dans le but de faire s'écraser ces avions contre des lieux hautement symboliques des États-Unis. Les 4 avions de ligne devaient décoller initialement, respectivement, et dans l'ordre, à 7h45 pour le vol 11, 7h58 pour le vol 175, 8h01 pour le vol 93 et 8h10 pour le vol 77. Mais ils firent face à des retards au décollage au temps relativement précis. Ainsi, le vol 11, au lieu de décoller comme prévu à 7h45, il décolla à 7h59, soit 14 minutes de retard. Quant au vol 175, au lieu de décoller comme prévu à 7h58, il décolla à 8h14, soit 16 minutes de retard. Le vol 77, au lieu de décoller comme prévu à 8h10, il décolla à 8h20, soit 10 minutes de retard. Et le vol 93, au lieu de décoller comme prévu à 8h01, il décolla à 8h42, soit 41 minutes de retard. Donc, comme vous l'aurez compris, et contrairement aux décollages initiaux des 2 premiers Zing, l'avion destiné à se cracher sur le Pentagone, initialement prévu pour décoller initialement en dernière position vis-à-vis des 3 autres appareils, décollera bien avant le vol 93, bloqué au sol pendant plus de 40 minutes. 2 détails importants à préciser. Contrairement à la haute probabilité non négligeable de prévoir à l'avance jusqu'au jour même que votre avion pourrait décoller en retard, il est totalement improbable, voire impossible de savoir à quelle heure exacte votre avion va décoller. Il faut donc être confronté à l'événement pour le savoir. Par conséquent, le facteur de l'imprévisibilité relative à ces détails est de 50%. Autre fait important émis par la version officielle et qu'il faut impérativement retenir. Les attaques devaient être coordonnées de la façon suivante. Ce retard est un problème pour Jarrah. Les attaques doivent être simultanées et ne laisser aucun temps de réaction aux autorités américaines. Les attaques doivent être simultanées et ne laisser aucun temps de réaction aux autorités américaines. Les attaques doivent être simultanées et ne laisser aucun temps de réaction aux autorités américaines. Ce qui veut dire que les pirates de l'air devaient détourner chacun de leurs avions à des moments précis, afin que tous les appareils puissent se cracher dans un laps de temps le plus réduit possible, dans le cas où ces avions auraient décollé initialement aux heures prévues. Mais vu que cela n'a pas du tout été le cas pour les 4 avions, le plan devait impérativement suivre la conduite suivante. Chaque commando devait réagir au plus vite afin de détourner les avions, sans réfléchir à un autre choix, soit 15 minutes maximum après décollage complet pour chaque avion, afin de combler tous ces retards avérés. Mais avec les retards officiels, les crashs se seraient produits sous un laps de temps global d'une 40aine de minutes. Seulement voilà, les timings officiels montrent
dire objectivement qu'aucune attaque simultanée ne s'est produite, car il en fut autrement. Que s'est-il donc passé? Après avoir décollé de l'aéroport de Boston à 7h59, le premier avion sera détourné 15 minutes plus tard, soit à 8h14, selon la commission officielle. Que se passe-t-il à 8h14? Une synchronisation particulièrement insolite, on pourrait dire qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Cependant, toujours avec le premier avion, le rapport technique du NTSB indique qu'il aurait été détourné techniquement entre 8h19 et 8h20. Que se passe-t-il à 8h20? Pour de tels croisements similaires, cela commence à devenir très intéressant, mais admettons néanmoins cette nouvelle coïncidence. Toujours selon la commission, ayant attendu 28 minutes, le vol 175 est détourné à 8h42. Que se passe-t-il à 8h42? À 8h42, 28 minutes après le détournement de l'avion d'American Airlines, le vol 93 reçoit l'autorisation de décoller. Continental 1836, 4000, outside 30. Continental 1836, Kirk Tower, wind 3407, runway 4 right, little end. Runway 4 right, Continental 1836. Alors que le vol 93 s'envole vers San Francisco, un deuxième avion est détourné. Comme le premier, il se dirige immédiatement vers New York. À partir de là, très compliqué de prôner la coïncidence fortuite sur ce coup et ne pas envisager la volonté spécifique à ce que chaque décollage des 3 derniers avions ait lieu en même temps qu'un autre détournement d'avion. Mais ce n'est que le début. Toujours avec le détournement du second avion, selon le rapport du NTSB, celui-ci semble avoir été détourné techniquement à 8h46 et sorti de sa route entre 8h50 et 8h51. Que se passe-t-il à 8h46? Et que se passe-t-il à 8h51? À 8h51, un troisième avion est détourné. Le vol 77 d'American Airlines, parti de Washington à destination de Los Angeles. Très vite, il fait demi-tour et repart vers la capitale américaine. American 2493, Center, Roger. Par de telles synchronisations entre ces 4 avions, à des endroits totalement différents, au vu de la progression des événements, avec des temps impartis particulièrement irréguliers, sans compter les temps de retard au sol avant décollage tout aussi imprévisibles les uns que les autres, la conclusion préliminaire risque de ne faire aucun doute. Les avions pourraient être dépendants entre eux, et le meilleur est à venir. Ziad Jarrah a déjà emprunté plusieurs vols transcontinentaux. Ils lui ont permis d'étudier le comportement des équipages et de déterminer le meilleur moment pour frapper.
Sans qu'on puisse expliquer pourquoi, le commando du vol 93 débute son action plus tard après le décollage que les 3 autres. N'ayant pas vu, ni même remarqué toutes ces timings particulièrement synchronisés et que nous avons pu constater, nulle surprise de voir la version officielle dans cette incompréhension totale sur ce point. Mais pourtant, cela soulève une autre interrogation. Pourquoi ne s'est-elle pas posé la même question pour les 2 précédents vols? À l'instar du temps imparti et affiché de 15 minutes du détournement du premier avion respectant la logique, le deuxième avion s'est permis 2 fois plus de temps que le précédent. Quant au troisième avion, il va attendre encore plus de temps que les 2 autres réunis. Et pour finir, comme il a été précisé, le 4e va perdre encore bien plus de temps à vouloir être détourné que les 3 autres. Cependant, concernant le second vol, et si on observe que, sur sa route initiale avant le détournement, se trouve Manhattan, certains pourront dire qu'il était plus judicieux d'attendre le plus longtemps possible en vol, afin d'être plus proche de sa cible et de détourner au dernier moment pour le pouvoir le frapper. Tout à fait logique dans ce sens. Dans ce cas-là, pourquoi n'a-t-il pas foncé dans la même direction comme pour le premier avion, au lieu de perdre un temps précieux à vouloir faire un grand détour durant plus de 20 minutes, pour aller frapper l'autre côté, au risque de se faire intercepter par un chasseur américain sur sa route? Encore plus délirant avec le vol 77, décollant d'un aéroport situé à quelques kilomètres du Pentagone, mais qui va complètement à contresens de sa cible, compte tenu de son trajet initial, sans compter le vol 93, globalement dans le même cas de figure. En résumé, tout cela n'a strictement aucun sens. Mais pourtant, il n'y a qu'une seule et unique explication à ça. S'ils ont attendu autant de temps, c'est parce que le plan était conçu pour que les avions soient traités non pas pour produire une attaque simultanée, mais d'une autre manière bien précise. Le vol 175, après 16 minutes de retard, a attendu 28 minutes pour être détourné, à moins de 10 minutes du premier crash. Le vol 77, après 10 minutes de retard, a attendu 34 minutes pour être détourné, à moins de 10 minutes du second crash. Le vol 93, après 41 minutes de retard, a attendu 46 minutes en vol avant d'être détourné, à moins de 10 minutes du troisième crash. La conclusion est indéniable, chaque avion savait ce que les autres vols allaient faire, en temps voulu, ou plus précisément, tous les avions étaient synchronisés et coordonnés de telle façon, afin d'être traités les uns après les autres. En résumé, même les temps de retard au sol, totalement imprévisibles, il s'agit bel et bien d'une dépendance totale entre ces avions. Ce qui permet de rebondir sur le point suivant. Si les avions étaient dépendants entre eux, cela implique obligatoirement que les pirates de l'air devaient l'être eux aussi. Et si ce sont bien ces terroristes qui seraient à l'origine de ces détournements successifs, malgré leur plan d'action particulièrement invraisemblable dans cette situation, il leur fallait impérativement un moyen de communication pour se donner le signal et de se synchroniser de cette manière. Et le seul moyen le plus sûr était d'utiliser les airphones, les appareils téléphoniques situés au dos des sièges passagers, étant donné que chaque terroriste avait une place réservée. Et pour chaque commando, il suffisait de communiquer par portable un numéro de téléphone pour une place attribuée avant tous les décollages. Une chose à savoir, tous les avions détournés étaient sur écoute par les autorités américaines et toute communication téléphonique était filtrée et nul autre ne pouvait passer au travers. Et même sans ça, toute communication tentée ou passée dans les avions ce jour-là ont été fichées et listées par les services fédéraux des communications. Ce qui veut dire que nous devrions impérativement voir apparaître celles qui seraient liées avec les terroristes pendant les vols. Mais voilà, aucune transmission téléphonique venant des terroristes n'a été interceptée, ni même listée.
communiquer entre eux, il est clair que les pirates de l'air étaient totalement indépendants des uns et des autres, coupés du monde et livrés à eux-mêmes. Aucun commando ne pouvait savoir ce qu'était advenu des uns des autres, à une exception près mais qui ne change rien à l'affaire. S'il est prouvé objectivement que ces avions étaient dépendants entre eux, et si les pirates de l'air ne l'étaient en aucun cas, alors, les terroristes n'ont jamais pu détourner ces avions quoi qu'il arrive. Et que par conséquent, tous les appels téléphoniques passés dans les avions sont faux. Étant donné que l'on peut affirmer officieusement que, n'en déplaise aux bien-pensants, ces types sont malheureusement innocents des crimes dont on les accuse à titre posthume depuis ce jour-là, qui a bien pu, ou plutôt, par quoi ont été détournés ces avions?